Donc le thème de la soirée, c'est l'ubérisation de la société. Donc pourquoi l'ubérisation de la société? Parce qu'il apparaît qu'aujourd'hui, même si les syndicats se battent par rapport au salariat, par rapport aux meilleures conditions de travail des salariés, par rapport aussi aux retraites, à la réforme des retraites qui va arriver, puisque notre camarade président en a parlé en Thaïlande. Donc c'est quelque chose qui va nous arriver, je pense, assez rapidement, et je crois que même s'il y a des mouvements sociaux, ça va être difficile de le faire reculer sur le sujet. Il y a quelque chose qui nous échappe, c'est l'ubérisation de la société, et le capitalisme, je dirais, a toujours un train d'avance sur, je dirais, les forces de progrès. Et j'ai quelques exemples que je vais vous citer sur, par exemple, Chambéry. On a évoqué ça lundi. Il y a 6000 chômeurs et Pôle emploi Chambéry a pour mission de créer 1000 auto-entrepreneurs d'ici fin 2023. Donc ça veut dire que même si ce n'est pas quelque chose qui apparaît beaucoup, c'est quelque chose de sous-jacent et qui, je dirais, c'est une sorte de révolution sur l'organisation du travail à bas bruit, puisque, je veux dire, ils font ça très discrètement. Et aujourd'hui, on s'aperçoit, en tout cas, on le sait, qu'il y a de nombreuses professions. Autrefois, quand on se mettait à travailler indépendant, c'est qu'on avait une qualification, on était électricien, plombier, etc. On avait travaillé chez un patron et on se mettait en travail indépendant. Et aujourd'hui, il y a une sorte de lumpenprolétariat du travail indépendant avec l'ubérisation du travail. Alors ça a commencé par quelque chose d'assez visible, c'est les livreurs Uber que tout le monde identifie bien, mais aujourd'hui, ça touche en station les femmes de ménage, les serveurs, c'est-à-dire on leur offre plus un emploi de salarié même précaire, on leur dit carrément mettez-vous en auto-entrepreneur. Et je crois que c'est un retour au 19e siècle avec les journaliers, où on était payé à la journée de travail, où on travaillait éventuellement pour une industrie, mais on était payé, je dirais, à la pièce, comme les gantiers à Grenoble ou à Lyon, les canuts. Et je veux dire, c'est vraiment une régression sociale plus qu'importante, parce que c'est des statuts qui n'offrent aucune protection, enfin, quand je dis aucune, j'exagère un peu, mais en tout cas très peu de protection par rapport aux protections qui ont été gagnées par les syndicats dans le monde du travail pour les salariés. Et là, on revient quasiment au niveau zéro et on replonge gaillardement sur ce qui se passait au 19e siècle. Moi, je crois que c'est vraiment le combat de demain. Et enfin, il y a d'autres combats, bien entendu, à mener, mais c'est quelque chose qui est en train de se passer, avec aussi le thème de la soirée, c'était choisi. Il y a des gens qui choisissent effectivement d'être auto-entrepreneurs pour des tas de raisons, des gens qui n'ont pas envie de vivre dans la société de manière bien organisée, n'ont pas envie d'avoir de patron, etc. Mais pour beaucoup, c'est contraint, pas choisi, ou s'ils ont l'impression que ça soit choisi, par exemple pour des formateurs ou des cadres, ils se retrouvent dans un statut largement plus précaire qu'un statut de salarié, même si aujourd'hui, on sait qu'il y a quand même un combat à mener pour que les salariés soient traités convenablement par le patronat. Donc, les deux intervenants, c'est Gérard Filoche, qui est bien connu, en tout cas dans certains milieux, et Yvan Pérez, qui est le secrétaire de l'Union départementale CGT 74. Et nous nous connaissons bien. Je suis venu souvent et j'ai toujours plaisir à revenir parmi vous. Le titre de mon intervention, ce serait ubérisation contre salariat. Parce que ce qui est en jeu, c'est le devenir du salariat. Alors, pour les gens, ça, un mot tout salariat. Le salariat, c'est une conquête. Ça n'est pas seulement le côté exploité et subordonné. Je raconte toujours un film, peut-être que je l'ai déjà fait ici, mais c'est un vieux film qui s'appelle Quémada, ça me dit quelque chose, de Gilles Pontecorvo, qui est un film qui date des années 70
et qui est sur la libération des esclaves à Haïti. Alors les esclaves se soulèvent, ils sont nombreux, mais les propriétaires terriens ont les flingues, ils tirent, les esclaves se soulèvent encore, les propriétaires terriens tirent encore, mais à la fin, les esclaves plus nombreux vont gagner. Et il y a une réunion des propriétaires terriens, et il y a l'agent anglais qui est là, et c'est Marlon Brando dans le film, et il leur dit à tous ces propriétaires, il dit, mais arrêtez avec l'esclavage, réfléchissez. L'esclavage, ça coûte cher en fait. Parce que vous êtes obligé de nourrir les petits. Ils ne travaillent pas. Vous êtes obligé de nourrir l'esclave malade. Ils ne travaillent pas. Et vous gardez encore les vieux esclaves. Ils ne travaillent plus. Réfléchissez. Faites-en plutôt des salariés parce que vous les paierez quand vous aurez besoin d'eux. C'est le problème aux États-Unis avec les républicains, les démocrates. C'est exactement ça. Et donc dans le film, les propriétaires terriens disent oui, et donc ils acceptent de renoncer à l'esclavage. Mais ce qu'ils font d'ailleurs les propriétaires terriens aussitôt, et ça s'est passé dans presque tous les cas, c'est qu'ils ont viré les esclaves de leur maison, de tout ça, et les gars sont allés crever dans les bois, dans les forêts, etc. Et puis ils ont pris des nouveaux personnels qu'ils ont fait venir d'Inde ou d'ailleurs, ou d'autres, et qu'ils ont salariés, entre guillemets, mais qu'ils ont fait journaliers, tâcherons, besogneux, à la tâche. Et c'est comme ça que tout le 19e siècle s'est produit après la fin de l'esclavage. Et il a fallu du temps pour construire le salariat. C'est ça qui est peu connu par les jeunes d'aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est pas tombé du jour au lendemain. La médecine du travail, l'inspection du travail, la justice du travail, les institutions représentatives du personnel, les comités d'entreprise, les délégués du personnel, les CHSCT, les mutuelles, les cotisations sociales, les caisses de sécurité sociale. C'est une construction qui a pris un siècle. Et c'est-à-dire que les salariés, par les luttes, se sont émancipés de cette situation de besogneux, de journaliers, et ils ont cherché quelque chose qui était pérenne, protecteur. Et c'est comme ça que sont arrivés la sécurité sociale, les retraites et les droits du travail. Hein. Le Code du travail, c'est 1910. Il y avait 3 millions de salariés en France. C'était suite à la catastrophe de Courrières, bien connue, puisqu'elle est en 1906, et que c'est l'événement le plus célèbre dans l'histoire de cette période. Il y a 1099 morts pour un coup de poussier. Le patron se comporte comme un bœuf, il dit bon, retournez au boulot. Il refuse d'aller chercher s'il y a des survivants. Il va y avoir des survivants. Alors à l'époque, il n'y a pas BFM TV, mais ils sortent 15 jours après. Le coup de poussier a lieu le 15 mars. 14 sortent le 30 mars et encore un 31 mars. Par leur propre force, ils sortent, ils sont méconnaissables, ils n'ont pas. Du coup, il y a une émotion considérable. Il va y avoir une très grande grève dans les mineurs. Il y a plus de 32 mines qui sont en grève. Et à l'époque, Clémenceau a peur. Il commence par dire qu'il crée le ministère du Travail. En 1906, parce qu'avant, c'était une cellule dans le ministère de l'Économie. Et après, il annonce le Code du travail qui va mettre 3 ans ou 4 ans pour être écrit, puisqu'il ne paraît le premier volume qu'en décembre 2010. Je dis bien au moment où il y a 3 millions de salariés. Et dans le Code du travail, le premier code, il y a 80 lois non, même pas. 3 lois et 80 décrets, il faut le voir comme ça. Et donc, c'est la naissance du droit du travail. Bon, et l'évolution de ce droit du travail va accompagner l'évolution du salariat. Et les gens ne le savent pas bien, mais il n'y avait que 3 millions, c'est important, parce que toute la fin du 19e siècle et tout, c'est les canuts, c'est les auto-entrepreneurs, c'est des gens qui louent leurs bras, qui sont sous-traitants, mais il n'y a pas de statut, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas d'assurance sociale. Et donc la construction du salariat, à partir de 1910, voilà, puis après la Seconde Guerre mondiale, elle se fait aussi à travers les guerres. Parce que là, il faut embaucher les femmes pour les usines, pour l'armement, pour tout ça. Et il y a un développement industriel, ce qui fait que le nombre de salariés augmente. On peut estimer qu'au moment du Front populaire en 1936, il y avait à peu près 8-9 millions de salariés. Mais le salariat était encore minoritaire. Les paysans, les commerçants, tout ça était majoritaire. Après la Seconde Guerre mondiale, pour les mêmes conséquences aussi et tout ça, il y a une reconstruction, une industrialisation, et là le salariat va progresser. Mais même au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le salariat est toujours minoritaire. C'est 45%, 55%. Et c'est comme ça que les libéraux, entre guillemets, les indépendants, ne voudront pas participer aux caisses de sécu.
Parce qu'ils diront, avec les salariés, les caisses de sécu ne sont pas assez solides, nous allons avoir notre propre caisse. Et quand ils font ça, ils font l'erreur profonde, puisque dans les 70 ans depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est le salariat qui va l'emporter sur les indépendants. En mai 68, on peut estimer qu'il y a 12-13 millions de salariés. Hein. Et quand Mitterrand va gagner en 80, je ne partage pas tout ce qu'il pensait, loin de là, mais il a eu une phrase étonnante. Il a dit, c'est la majorité sociologique qui vient de gagner. Et il s'est fait engueuler par ses proches pour avoir dit ça, parce que c'était trop révolutionnaire. Mais en vérité, il avait raison. L'élection présidentielle qui était conçue par la droite comme ne pouvant n'être jamais gagnée par la gauche, a été gagnée par la gauche parce que le salariat était en train de devenir sociologiquement majoritaire, et donc il cherchait les voies pour s'exprimer. Et on peut dire que l'apogée, c'est dans les années 93, 94, 95, ce qui pousse les 35 heures à l'ordre du jour. Mais là, on est à 92, 93%, écoutez-moi bien, des actifs qui sont salariés. Alors que le salariat, c'est toute la classe sociale. Il faut parfois réfléchir avec beaucoup de monde, parce que bon, les gens ont des préjugés sur le passé d'autres pays. Je dis toujours, comparé avec la révolution en Russie en 1917, il y avait 4 millions d'ouvriers et 150 millions de paysans. Il n'y a aucune chance que ça aboutisse. Tandis que là, en France, eh ben, aujourd'hui, enfin à peu près, vous avez 30 millions de salariés. On est passé de 3 millions à 30 millions. 93% des actifs, mais les libéraux, les libertariens, même pour être précis, des idéologues de la finance, des secteurs du capitalisme, se disent, comme dans le passé, comme du temps de Marlon Brando, se disent ça coûte trop cher. Donc comment on pourrait se redébarrasser de ce qu'on a été obligé de concéder aux salariés, et comment on pourrait remettre ça en cause pour revenir à une situation de journalier, de tâcheron et tout ça. Et c'est ça, c'est l'émanation, la recherche, le tâtonnement, il est depuis plusieurs décennies. Je vais vous faire rappeler que Madelin, quand il était ministre des Finances très brièvement sous Chirac en 1995, avait dit qu'il allait faire des millions d'auto-entreprises. Il n'a pas fait. Mais Jean-Pierre Raffarin, quand il était Premier ministre, avait dit la même chose. On va créer 2 millions de petites entreprises. Il ne l'a pas fait. Mais Hervé Novelli, quand il était ministre, a fait le statut d'auto-entrepreneur. Ça ne s'est pas mis en route tout de suite, mais ça s'est mis progressivement en route. Et ils ont poussé à ce que ça le soit. Et après, quand vous voyez Macron, dans la loi Macron numéro 1 de 2015, ils y vont masquer. Il avait introduit le changement d'un article du Code civil de mémoire, je crois que c'est le 20-21, pour permettre que quand il y avait un conflit du travail, celui-ci puisse aller devant les juges d'instance réguliers et non plus devant les prud'hommes. Ce qui était une évolution du contrat de travail vers un contrat commercial. Le contrat de travail est synalagmatique, il se présume, il n'a pas besoin d'être écrit pour exister, il s'applique, et la définition d'un contrat de travail est basée sur la notion de subordination. Vous savez tous ici, mais tout contrat de travail est un lien de subordination juridique permanent. C'est l'employeur qui décide la naissance du contrat, la gestion du contrat et la rupture du contrat. Et c'est la caractéristique du contrat, qui donne la présomption de salariat. Savez-vous que Madelin avait enlevé la notion de présomption de salariat ? Et que Macron s'est petit à petit fait, c'était masqué. Il avait d'ailleurs un deal avec les dirigeants d'Uber en 2015, ça s'est révélé depuis. Il les a reçus, il les a aidés, et eux ont sûrement financé une partie de sa campagne. Mais donc il y avait idéologiquement la recherche, la préparation de la sortie du salariat et de faire reculer les salariés. Et je me permets de vous faire observer que depuis 5 ans que Macron est là, le salariat qui était revenu à peu près à 90-91% des actifs a perdu 2%. C'est-à-dire qu'on est à 88% des actifs. C'est-à-dire qu'il a réussi à expulser plusieurs centaines de milliers de personnes, peut-être 1 million et demi, du salariat. Et ce sont ces gens qu'on retrouve à vendre des crêpes ou qui vont être auto-entrepreneurs bidons. On est maintenant à un chiffre de 2 millions d'auto-entrepreneurs. 2 millions. Alors évidemment, ça ne marche pas. Sur 2 millions, il y en a 1 million, c'est bidon. Sur l'autre million, il y en a qui ont fait une fois un petit peu de chiffres, une petite histoire. Il y en a à peu près 500 000 qui tirent un petit revenu très très bas, en dessous du SMIC, en dessous du SMIC. Et puis après, il y en a quelques dizaines de milliers qui réussissent à vivre de ça. Mais c'est vrai que dans ces indépendants-là, ils sont plus pauvres. Le taux de pauvreté des indépendants est de 16,6%.
alors que le taux de pauvreté des salariés est de 5,3%. Pour montrer comment le transfert se fait. Et quand Macron casse l'assurance chômage, ce qu'il fait, c'est pour expulser les gens du salariat. Qu'est-ce que c'est un chômeur? C'est un salarié temporairement privé d'emploi. Bon. Et donc, pour plus qu'à demande de l'emploi, on s'efforce de le vider, d'assécher ses finances, puis on lui dit, t'as qu'à te démerder tout seul, va trouver quelque chose auto-entrepreneur. Et tu as raison, il y a auto-entrepreneur. Alors, VTC, Deliveroo, les livreurs, mais moi j'en ai trouvé, j'étais encore en fonction, donc ça fait un paquet, je suis quand même un vieux inspecteur retraité, mais j'en avais trouvé des faiseurs de sandwich chez Subway. Ils étaient fabricants, auto-entrepreneurs, fabricants de sandwich. J'en avais trouvé sous le Pont Marie à Paris, qui étaient des tailleurs de pierre, auto-entrepreneurs. Et donc maintenant, alors, les femmes de ménage, ceux qui donnent des cours le soir pour les enfants en rattrapage quand l'école ne fonctionne pas, et puis vous avez une démultiplication dans la presse quotidienne, par exemple. J'ai trouvé des journalistes, ils disaient vous ne êtes plus salarié ni pigiste, vous êtes auto-entrepreneur, et je négocie avec vous commercialement votre pige. Et puis moi j'ai vu des émissions de télé, les maquilleuses qui arrivaient, elles étaient auto-entrepreneuses, elles avaient leur propre truc de maquillage, elles n'étaient ni France 2, ni quoi que ce soit, elles étaient à leur propre compte. Donc le développement pousse à ça, pourquoi? Là, les gens ont parfois du mal à percevoir, mais moi j'ai monté chez un VTC, au sortir de BFM, c'est pas moi qui l'avais demandé, je vous le dis, mais il était 23h le soir, je monte, un jeune gars de 25 ans, j'aime toujours bien engager la conversation. Et alors, vous avez commencé quand ce matin? Il me dit 4h. 23h, 4h, c'est long la journée. Alors il me dit oui, mais là, en ce moment, je suis obligé. Je dis mais vous n'avez pas besoin de repos. Alors il me dit ma mère m'a cousu 2 couvertures pour dormir dans la voiture quand je suis trop fatigué. Je dis bien, mais alors pourquoi vous faites ça? Il me dit parce que il y a 3 semaines, j'ai eu un pépin avec la bagnole, la carrosserie. C'était pas ma faute. Je dis mais alors, même ça m'a coûté 1600 €. Je ne peux pas rouler avec une voiture abîmée. Je dis, vous n'avez pas demandé à Uber? Il me dit, je l'aurais demandé. Mais ils m'ont dit que c'était mon problème, ma voiture. Ce n'était pas le leur. Je dis, mais vous avez insisté? Il me dit, oui, j'ai même fait une lettre recommandée. Ils m'ont menacé de ne plus me donner de cours si j'insistais. Il faut que je paye les 1600 €. Puis il me dit, puis en plus, j'ai un problème parce que je suis jeune, alors je n'avais pas une représentation pour une banque et tout ça. Donc c'est un grand-oncle qui m'a cautionné. Je dis, mais qu'est-ce que vous appelez votre grand-oncle? Il me dit, il a donné son nom pour le leasing de ma voiture, puisque... Je lui dis, mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je lui donne 100 € par jour sur la voiture. Alors je dis, puis vous avez l'assurance? Il me dit, oui, elle est lourde parce que je suis jeune aussi, puis en plus j'ai eu un accident. Mais je dis, avec ça, vous êtes en train de me dire quoi? Il me dit, je fais à peu près 70 heures par semaine. Et je dis, mais à la fin du mois, là, il me dit, je vais avoir 1200 €. Parce qu'il faut que je rembourse tout ça. Je paye la bagnole, je paye le leasing, je paye mon oncle, je paye l'essence, je paye la réparation. Et je dis, mais après, il vous reste de l'argent pour mettre de côté pour votre retraite, votre sécu. Ce mois-là, je la fais à l'arrache, je ne peux rien payer de ça. Donc je dis, mais si vous avez un accident corporel et tout, je n'ai pas de protection. Protection de la bagnole, mais pas de protection sur le plan du travail. Donc quand on décrit ça, c'est la destruction de tout ce qui a été obtenu en un siècle de salariat. Tout ce qui a été obtenu. Parce que moi, je suis à 77 ans, je suis encore révolutionnaire, et je pense que pour faire la révolution, il faut que la classe sociale, c'est en termes de classe que ça se pose, elle soit assez forte et qu'elle dispose de moyens de surface assez grandes pour pouvoir prendre le pouvoir et le gérer. On raconte toujours qu'avant la Révolution française, la bourgeoisie était minoritaire, mais elle avait le pouvoir économique. Et elle s'est substituée aux nobles en cours de la Révolution française. Mais là, l'idée pour un socialiste, moi qui en rêve, c'est que le salariat prenne le pouvoir. Mais il faut pour ça qu'il ait tous ses appuis, toutes ses forces. Donc il faut qu'il ait des comités d'entreprise. Ce n'est pas seulement un truc en l'air, c'est l'organisation du salariat. C'est la formation des salariés qui sont élus, il faut qu'il ait des syndicats qui soient actifs avec le temps. Il faut qu'il ait les comités hygiène, sécurité, conditions de travail. C'est toute une formation.
Et donc, ce n'est pas seulement le contrôle du patron, c'est aussi l'apprentissage de ce que ça pourrait être dans des entreprises plus tard, dans une société où le salariat dirige et où ce ne soit plus les actionnaires. Donc, l'idée même qu'il y ait toutes ces lois du salariat, alors les gens ils disent le code du travail est trop gros, les conventions collectives sont... Non, ça a été une construction qui permet d'espérer une autre société. Mais c'est à ça qu'ils s'attaquent, les libertariens, sous ceux qui remettent en cause le statut du salariat et qui prônent l'ubérisation. Parce que pour eux, c'est le moyen à la fois de faire reculer la menace d'une classe sociale qui est majoritaire numériquement et qui pourrait le devenir politiquement, et en même temps, ça consiste à augmenter les marges, puisque c'est toujours ça le capitalisme. Hein. Quand j'étais petit, je faisais des tracts à bas le profit. Puis j'ai mis du temps à comprendre qu'il fallait dire à bas le profit maximum. Parce que le capitalisme, ce n'est pas le profit. Et le profit est lié à toute activité humaine. Le capitalisme recherche le profit maximum. C'est pour ça qu'il fait des guerres. C'est pour ça qu'il parle de compétitivité tous les matins à la radio. Et compétitivité, c'est guerre. Et donc la recherche du profit maximum, c'est le nœud. Et ben, en ubérisant, il augmente les marges de son profit maximum. Alors est-ce que Uber a gagné ? Non. Je vais vous dire, il ne gagnera jamais. Mais il est capable de nuire. Il nous prend, aujourd'hui, pour des millions de gens, il nous met sur la défensive, il menace, et il y a des ravages qui sont faits, comme je décrivais tout à l'heure, pour le jeune VTC, et puis tous ceux qui vivent la même vie que ça, quoi. Alors, Uber a eu par exemple, si on prend la Californie, qui est un des États les plus riches au monde, qui est l'État le plus riche au monde, Uber a progressé en flèche. Et puis, il y a eu des réactions d'une partie des capitalistes eux-mêmes qui ont dit non, stop. Et il y a eu des lois, on ne peut pas dire qu'elles sont complètement sociales, mais qui disent qu'il faut aligner les gens de McDo sur la maison mère, qu'il faut stopper la sous-traitance et que le statut de salariat ne peut pas être brisé par Uber. Donc Uber a vu des lois contre lui et il a perdu. Et là, au moment de l'élection Trump-Biden, Uber a tenté un coup de poker. Ils ont fait un référendum en Californie pour légaliser le fait qu'il puisse y avoir des travailleurs qui n'aient pas le statut de salarié. Et ils ont mis 200 millions pour le référendum. Et ils ont gagné 58% des voix pour. C'est sur le thème la liberté du travail. J'ai des jeunes, ils ne veulent pas de patron. Moi, l'autre jour, j'étais à la bourse du travail à Paris, je fais un meeting, il y a un jeune, il vient me voir, il me dit, Monsieur Filoche, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites, mais moi, je ne veux pas de patron. Je lui ai dit, bah ouais, alors. Il me dit, oh, mais non. Mais je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je suis auto-entrepreneur. Je lui ai dit, bah, pourquoi tu te plains de Macron? C'est sa ligne. C'est la ligne de Macron que tu es en train de me dire que tu pratiques. Alors que moi, je te dis, vaut mieux avoir des garanties, un salariat, une protection, une retraite et tout ça, que d'être dans ta situation auto-entrepreneur. Alors, il est resté un peu bouche bée, ça l'a fait réfléchir. Mais c'était l'argument des libertariens en Californie pour ça. Et alors, il y a eu un juge, alors, c'est les mystères du juridique, comment on dit, du judiciaire aux États-Unis. Il y a eu un juge, j'ai oublié son nom, qui, 6 mois après, c'est-à-dire cette année, dans le milieu de l'année dernière, a annulé le référendum. Il a dit qu'il était illégal parce que c'était un référendum dans un État qui remettait en fait le droit du travail fédéral en cause, et il a fait casser le référendum. Boum. Alors Uber a pris une claque, parce qu'avant ils espéraient gagner la même chose dans tous les États. Et ils ont pris des claques partout. Ils ont été battus juridiquement à Londres, ils ont été battus juridiquement à Madrid, ils l'ont été à Milan, ils l'ont été en Belgique, ils l'ont été aux Pays-Bas, ils l'ont été à Francfort. À peu près partout, ils ont subi des échecs. Et le résultat, c'est quoi? C'est qu'ils sont mal à l'aise, sauf en France. Parce qu'en France, ils ont la protection de Macron. Et alors, il y a eu un jugement, c'est cette année en mars, c'était contre Deliveroo. Et le jugement, c'était que c'était pour 17 000 salariés qui ont été estimés sur plainte de l'inspection du travail comme des travailleurs clandestins. Et du coup, Deliveroo a été condamné à 375 000 € d'amende et le patron a 10 mois de prison avec sursis. Mais c'est un premier jugement, ils ont fait appel. Donc il faut attendre le deuxième jugement. Et il y a eu d'autres jugements individuels. Il y en a eu à Lyon, il y en a eu dans pas mal de villes en France. Mais comme ce sont des cas uniques de jurisprudence, ça ne fait pas loi. Normalement, quand il y a des jurisprudences comme ça, le législateur doit dire, bon, moi j'en conclus qu'il faut faire une loi qui interdise. Mais Macron, non. Macron, du SOP, non. Macron, Pénicaud, Borne, non. Ils sont pour Uber.
Et donc, ils continuent. Voilà. Alors, quand je vous rassurais tous les gens, je dis le salariat, il est insubmersible maintenant. Parce que dans la population mondiale, le salariat, il n'y a pas qu'en France, à gagner. C'est-à-dire qu'il y a 54% des actifs, 54%, qui sont salariés. L'économie informelle recule partout. En Inde, au Brésil, en Chine, etc. Alors, ils n'ont pas tous les droits du salariat qui étaient le nôtre, mais des droits se stabilisent, se conquièrent. Et donc, il y a 1 milliard, c'est un chiffre énorme, de salariés de plus dans les 20 dernières années. 1 milliard. C'est-à-dire que 54% des actifs. C'est-à-dire qu'en fait, le salariat progresse partout. C'est logique qu'il en soit ainsi, même dans le capitalisme. Parce que le capitalisme, ils ne sont pas tous libertariens, et ils n'ont pas tous besoin d'une main-d'œuvre éclatée, appauvrie, etc. Ils ont aussi besoin de gens bien formés, bien traités et bien payés, parce que sinon, les trucs de luxe, ça ne marche pas, quoi. Bon. Donc, les contradictions existent dans le capitalisme lui-même sur ce sujet. Et donc, je parie que Macron sera battu et écarté. Sauf que nous avons ça en face de nous, à l'instant T où nous parlons, et pour les années tant qu'il est là, et puis tant qu'il n'y a pas un renversement d'opinion et un scandale d'opinion à l'idée d'ubériser. C'est-à-dire que normalement, tout le monde devrait être vent debout, mais ils ont réussi à mentir, ils ont réussi à cacher, ils ont réussi à embobiner l'affaire, à masquer l'évolution. Ils y vont progressivement, et donc c'est une guerre larvée, mais c'est une guerre centrale. C'est la guerre principale, salariat contre ubérisation. Je termine comme j'ai commencé. Merci Gérard pour cette remarquable intervention qui en plus introduit très bien ce que moi j'ai exposé, qui bien évidemment n'ira pas contre ce que tu exposes, qui viendra, j'espère, l'enrichir. Notamment à travers cette très belle introduction, quand tu rappelles que l'auto-entrepreneuriat se construit contre le salariat, bien évidemment, puisque c'est une offensive de la classe dominante contre tout ce qu'évoquait Gérard, donc sur ce que le salariat a su conquérir en termes de droits, de protection sociale, de tout ce qui est attaché au contrat de travail aujourd'hui. Le thème de cette soirée, c'était l'auto-entrepreneuriat entre choix et contraintes. Alors, déjà dire, ce qu'a rappelé Jean-Jacques au début de la présentation de ce débat, c'est de dire que l'auto-entrepreneuriat, c'est un retour au travail du 19e siècle, bien évidemment. C'est un retour au travail à la tâche, c'est un retour au travail à la pièce, c'est un retour à tout ce qui s'est... c'est un retour qui s'inscrit contre tout ce qui s'est construit avec le salariat, donc pour déconnecter le salaire, notamment de l'activité, du travail à la tâche, du travail à la pièce, notamment à travers la qualification et les conventions collectives. Donc, ce qui est affligeant, c'est que c'est présenté comme un progrès aujourd'hui, bien évidemment, par Macron et la classe dirigeante en général. C'est présenté comme un progrès, et ils surfent notamment sur toute cette frange de la jeunesse, beaucoup, toute cette frange de trentenaires qui fuit le marché du travail, c'est-à-dire l'emploi tel qu'il est organisé par le capitalisme aujourd'hui. Parce que bien évidemment, l'organisation capitaliste du travail aujourd'hui devient insupportable, complètement insupportable, de par les bas salaires qui sont tirés vers le bas en permanence pour dégager toujours plus de marge de profit, comme le rappelait Gérard, de par l'organisation du travail, le management qui est mis en place, et qui s'introduit même dans la fonction publique, avec ce qu'on appelle le nouveau management public, le New Public Management, qui vient introduire les logiques du marché du travail et de l'emploi dans la fonction publique. Et donc des logiques de compétitivité, de rentabilité, voire de profitabilité, ce que n'a pas vocation à faire, bien évidemment, ni la fonction publique, ni les services publics en règle générale. Alors, c'est une contrainte, bien évidemment, c'est une contrainte parce que, comme le rappelaient Jean-Jacques et Gérard, c'est d'abord une dégradation des conditions, de la protection qu'on peut avoir à travers le salariat, bien évidemment, puisque on se retrouve avec, que ce soit Uber, parce qu'on en a fait un verbe, l'ubérisation, ubériser, mais Deliveroo, et puis tout ce qu'évoquait Jean-Jacques aussi sur l'hôtellerie-restauration ici, pour ce qui est pour nous très local, sur la Haute-Savoie, dans le tourisme, puisque l'hôtellerie-restauration aujourd'hui, effectivement, s'organise beaucoup autour de l'auto-entrepreneuriat, c'est-à-dire que de plus en plus, les donneurs d'ordre, qui étaient des employeurs avant, ne veulent plus être employeurs.
et donc disent aux travailleurs qui veulent continuer à exercer leur travail dans ce milieu-là, non, si tu veux travailler, tu te montes en auto-entrepreneur, moi je te file des contrats. Et voilà, comme ça, ils peuvent s'en séparer du jour au lendemain, et ils n'ont aucune contrainte, ils n'ont pas à gérer non plus les cotisations sociales, ils n'ont pas à gérer la santé au travail, puisque si tout a été déconstruit avec les dernières lois au travail, notamment avec les CSE, une des instances qui reste quand même très importante dans les collectifs de travail, dans les entreprises, c'est les CHSCT, alors ce qu'on appelle aujourd'hui les CSSCT, qui restent une commission, mais on a arraché dans beaucoup d'entreprises et beaucoup de secteurs le droit, le fait que ça reste quand même une instance à part entière, avec des ordres de délégation dédiés, même si ce n'était pas le cas dans la loi, on a quand même réussi à les arracher dans beaucoup d'entreprises. Et surtout, ça reste la seule instance pertinente, puisque c'est la seule instance qui met l'employeur face à des responsabilités pénales. Donc on peut le mettre au pied du mur, là où dans les CSE aujourd'hui, on n'est plus que consultatif, et donc on a beau dire ce qu'on veut et être contre tous les projets patronaux, ils s'appliqueront quoi qu'on en fasse. Mais c'est aussi un choix, car comme le rappelaient Jean-Jacques et Gérard, il y a aussi cette fuite qu'on peut lier à la grande démission d'ailleurs, ce qu'on appelle la grande démission aujourd'hui, avec le mal qu'ont les employeurs à recruter, parce qu'il y a une fuite du marché du travail, là encore, qui est beaucoup... alors il y a la crise Covid qui a beaucoup accentué ça, parce que les gens ont eu le temps de prendre conscience un petit peu, de réfléchir et d'avoir une autre relation au temps, au travail, à la vie personnelle, qui les ont beaucoup interrogés. Mais il y a aussi toute cette frange de la jeunesse qui, notamment, s'interroge sur l'avenir environnemental, mais aussi sur les conditions de travail qu'on leur propose aujourd'hui, et qui fuit le marché du travail tel qu'il est organisé aujourd'hui, c'est-à-dire l'emploi, parce que ça fait plus rêver, bien évidemment. Quand on voit les bas salaires qui sont proposés et les conditions de travail qui sont insupportables, on peut que constater cette grande démission en disant oui, enfin, c'est bien évidemment quelque part, je ne sais pas si je peux dire normal, mais en tout cas, c'est un fait devant l'organisation capitaliste du travail qu'il y ait cette fuite, mais qui va aller se réfugier du coup dans l'auto-entrepreneuriat. Parce que toute cette jeunesse et tous les gens qui fuient le marché du travail aujourd'hui préfèrent maîtriser leur travail. Parce que la maîtrise du travail est quelque chose d'important. La souffrance au travail est quand même grandement liée à la non-maîtrise de ce qu'on fait. Et il y a beaucoup de gens qui aiment leur boulot, mais qui ne supportent pas la façon dont on leur demande de le faire. Moi, pour ma part, je suis salarié de Suez Eaux France. Donc je suis technicien en hydrologie urbaine, je m'occupe du traitement des eaux, et tous les collègues qui sont autour de moi adorent leur boulot parce qu'ils sont pleinement conscients de l'utilité sociale de leur métier, mais ils ne supportent plus la façon dont leur fait faire aujourd'hui l'entreprise Suez, qui n'est plus la Lyonnaise des Eaux et qui n'est plus l'organisation telle qu'elle était avant, et qui est aujourd'hui une organisation du travail qui est uniquement vouée à la profitabilité pour les actionnaires, et donc qui bien évidemment détruit les collectifs de travail et détruit l'organisation du travail en général, puisque les sous-effectifs, les bas salaires viennent percuter toutes ces convictions qui font que les gens ont envie de faire leur boulot, mais ils ne supportent pas la façon dont on leur demande de le faire. Donc, ils vont se réfugier dans l'auto-entrepreneuriat avec une fausse bonne idée de croire que au moins ils seront maîtres de leur travail. Sauf que, comme le rappelait Gérard, une grande partie des auto-entrepreneurs sont dans la misère parce qu'en fait, ils se retrouvent non plus liés à un contrat de travail qui dépend du droit du travail, qui assure quand même des protections considérables avec tout ce qu'on a conquis dans le siècle passé, mais face à un droit du commerce, comme au XIXe siècle, qui les ramène à leur subsistance au quotidien, et puis surtout à des dépendances qui ne sont même plus juste celles de l'employeur, dans le lien de subordination dont rappelait Gérard avec le contrat de travail, mais qui les ramènent à des dépendances qui dépendent de leurs fournisseurs, de leurs clients, des marchés en général, du marché, qui sont présentés comme des dieux, comme quelque chose d'inatteignable, comme si ce n'était pas un construit social, le marché. C'est toujours présenté comme quelque chose de naturel, qui descend du ciel, qu'on ne peut pas atteindre. Et puis, il y a toute une propagande, d'ailleurs, sur la religion des marchés. C'est une vraie religion. Vous vous rendez compte, tous les matins dans les médias ou dans les flash infos du CAC 40 ou de la bourse, il faut rassurer les marchés, il faut leur envoyer des signaux, sinon ils vont s'inquiéter. On est vraiment dans une religion païenne. Il faut faire des sacrifices pour les marchés. C'est vraiment, et puis le sacrifice, ça va être le sacrifice des larmes et du sang. Des ouvriers pour pouvoir assouvir les désirs et les besoins du marché. Donc il y a cette fuite en avant, effectivement, des salariés qui préfèrent sortir du salariat pour s'inscrire dans l'auto-entrepreneuriat, là où ils pensent pouvoir
de nouveau maîtriser leur travail, mais où finalement une très petite minorité arrive à maîtriser leur travail quand ils ont assez de clients pour pouvoir dire non, oui, merde, parce qu'ils ont assez de clients pour pouvoir maîtriser leur travail. Mais la plupart, c'est pas ça, et ils sont complètement dépendants finalement des donneurs d'ordre qui viennent d'au-dessus et qui se sont complètement dédouanés de la responsabilité d'employeur à laquelle on les avait attachés avec le contrat de travail et le droit du travail. Donc il y a cette organisation capitaliste qui est insupportable, mais qui est aussi liée à un discours dominant qu'il est grand temps de déconstruire, je crois. Là-dessus, Yvon Gattaz, qui est un idéologue affirmé de la classe dirigeante, a écrit je ne sais combien d'ouvrages depuis les années 70, l'ancien président du CNPF, l'ancêtre du MEDEF, et comme son fils devant Hollande, qui lui promettait 1000 emplois si il lui accordait toutes les aides publiques dont il avait besoin pour le faire, etc., Yvon Gattaz déjà à Mitterrand lui promettait 500 000 emplois. Donc il y a cette religion autour de l'emploi et ce chantage permanent à l'emploi et à la dette qui permet à la classe dominante de mettre au pied du mur, de prendre en otage toute la société à travers notamment les gouvernements, puisque c'est le gouvernement qui fait la loi et qui permet de mettre dans l'espace public donc les réglementations qui font qu'on arrive à faire société ensemble. Et donc il y a ce discours dominant qui nous dit que, ça vous l'entendez partout, matin et soir, qui nous dit qu'il n'y a que la mise en valeur du capital qui est du travail. Tout ce qui n'est pas de mise en valeur du capital, tout ce qui n'est pas de l'emploi, tout ce qui n'est pas une relation employeur-employé, tout ce qui n'est pas de l'emploi n'est pas du travail, c'est de la dépense. On va parler de dépenses publiques en permanence. La santé, c'est de la dépense, c'est pas de la production, c'est de la dépense. Les voitures, c'est de la production, bien sûr. C'est privé, ça génère du profit, c'est de la production. La santé, ce n'est pas de la production. Les retraites et les retraités, ils produisent rien, les retraités, ils dépensent. Ça coûte à tout le monde. Ça pèse sur le marché du travail. C'est de la charge en permanence. C'est ce discours sur les cotisations sociales et l'impôt qui serait des charges sur l'emploi qui serait la poule aux œufs d'or, le seul producteur de valeur, le seul produit du PIB. Donc il faut, je crois, affronter ce discours qui est très dur à affronter, parce qu'il y a une propagande permanente qui a contaminé même les organisations syndicales, qui se sont laissées quelque part dominer par ce discours implacable sur le fait que l'emploi est le seul générateur de richesse aujourd'hui. Quand j'entends de richesse, je veux dire de production, de valeur du PIB, de valeur économique. Donc il faut, je crois, affronter ça pour qu'on puisse redéfinir ensemble, en tant que société, et pour pouvoir refaire société qui est en train de se dégrader considérablement quand même, notamment à travers la souffrance au travail, mais aussi le dérèglement environnemental. Et on sait très bien qu'on ne pourra pas faire de l'écologie sans affronter le modèle capitaliste frontalement, puisque l'écologie sans affronter le modèle capitaliste, c'est du jardinage. Il y a pas de, c'est une maxime bien connue, et c'est pourtant vrai, puisque c'est eux qui maîtrisent les outils de production, et que c'est bien nos modes de production qui génèrent aujourd'hui, surtout la surproduction qu'engendre le capitalisme, qui génère la dégradation de l'environnement qu'on a aujourd'hui, et qui nous empêche, nous, même quand on est un peu conscient, et puis la conscience quand même se développe grandement autour de l'écologie, si on n'a pas la maîtrise sur le travail, on ne pourra jamais changer la façon dont on va organiser le travail demain pour respecter un petit peu mieux l'environnement et pour que toutes les productions soient respectueuses et du social et de l'environnement. Donc il faut affronter ce discours. Et donc pour affronter ce discours, il faut déjà faire entendre, je crois, que les entreprises ne créent pas la valeur. Ce n'est pas les entreprises marchandes qui créent la valeur. Les entreprises marchandes, elles captent la valeur qu'on met en circulation. La création monétaire, il n'y a pas plus de politique. Et la valeur, c'est un construit social. La valeur, elle ne tombe pas du ciel. Et la valeur, elle ne tombe pas du ciel, pas parce qu'on produit des boulons, qu'on ramasse des pommes. La valeur ne tombe pas du ciel. La valeur, c'est une convention sociale, c'est un construit politique. Et donc, et ça parle de la création monétaire. Quelle valeur on va mettre en circulation, quelle monnaie on met en circulation et quelle valeur il y a en face. Les entreprises marchandes, elles participent, il y a un lien très étroit, évidemment, entre les productions marchandes et la monnaie qu'on met en circulation. C'est la formation des prix. Mais elles ne sont pas les seules productrices de la valeur. Or, c'est ce qui est entendu dans le discours permanent. Il faut de l'emploi pour payer les retraites, il faut de l'emploi pour payer la santé, il faut de l'emploi. Dans tous les cas, il faut de l'emploi. Et dans tout l'arc politique, de l'extrême gauche à l'extrême droite, dans toutes les organisations syndicales, il faut de l'emploi. Le plein emploi, c'est devenu le Graal. Comme s'il n'y avait pas on ne pouvait pas le dépasser, comme si c'était la chose indépassable, l'objectif premier. Or, l'emploi, c'est ce qui met en valeur le capital. L'emploi, c'est ce qui met en relation un employeur face à un employé, avec un lien de subordination. L'emploi, c'est ce qui crée le profit, c'est ce qui génère le profit.
le capital ne génère aucun profit ni sur la fonction publique, ni sur la sécurité sociale. Il ne génère pas de profit sur les retraités, sur les parents qui élèvent leurs enfants, sur les chômeurs, ou sur la dernière branche, Dépendance. sur les soins, donc sur la santé. Il ne génère pas. Alors, il arrive à le faire aujourd'hui en endettant, évidemment, tout l'hôpital public, et donc à travers le crédit. Mais pourquoi le crédit? Parce qu'il a d'abord généré du profit à travers le marché du travail, et donc une fois qu'il nous a piqué, il va nous prêter en nous disant c'est moi qui décide. Je vous prête si j'ai envie, et puis si vous acceptez mes conditions. Et puis moyennant intérêt, évidemment. Donc il faut, je crois, affronter radicalement ce discours en prenant conscience que la valeur n'est pas en soi produite dans l'emploi, et il faut vraiment s'opposer et opposer au capitalisme ce discours de production de valeur que représente et la retraite et le régime général de la sécurité sociale en règle générale et la fonction publique. J'aimerais d'ailleurs citer Ambroise Croizat, fondateur, alors même si il n'est que la figure de millions de militants derrière lui pour construire les caisses de sécurité sociale à l'époque, mais qui rappelait à l'époque où très très vite le gouvernement, où la classe dirigeante s'était appuyée sur le gouvernement pour fiscaliser la sécurité sociale, pour prendre la main, puisque l'État, bien évidemment, est, comme je vous le disais, pris en otage par la classe dominante. Très très vite, ils se sont arrangés pour fiscaliser la sécurité sociale, et Ambroise Croizat nous disait, dans ses premiers mots, la sécurité sociale est la seule création de richesse sans capital, la seule qui ne va pas dans la poche des employeurs, mais est directement investie pour le bien-être de nos concitoyens. Et il rajoutait que faire appel au budget des contribuables, du coup, serait déconsidérer la politique sociale à des politiques purement budgétaires, ce que nous refusons à la CGT. Donc, je crois que c'est important de reprendre le combat des camarades qui ont construit ces institutions à l'époque, des institutions qui s'inscrivent contre le marché du travail, contre l'emploi, en déconnectant le salaire de l'emploi, comme on l'a déjà fait avec le régime général et comme on l'avait déjà fait avant avec la fonction publique, qui a servi de modèle, notamment pour la construction du régime général et des retraites. Pourquoi? Parce que la fonction publique, précisément, la qualification, alors peut-être une aparté sur la qualification. La qualification, déjà, contrairement à l'ubérisation qui nous ramène au travail à la tâche, au travail à la pièce, la qualification, elle nous libérait de ça. La construction des conventions collectives au début du XXe siècle, elle nous libère du travail à la tâche. Pourquoi? Parce que dans les conventions collectives, on négocie dans un rapport entre le patronat et les salariés, les représentants des salariés, on négocie les qualifications en face des grilles de salaire. Les qualifications, elles posent le salaire non plus comme un retour en fonction de ce qu'on produit, de la tâche, du nombre de kilos de pommes qu'on a ramassés ou du nombre de boulons qu'on a produits, ou peu importe, de la tâche ou de la pièce. Elles nous posent comme droit au salaire, peu importe l'activité qu'on va exercer dans le métier. Et si vous avez une entreprise qui a des problèmes d'approvisionnement ou qui a une baisse d'activité, peu importe, si vous êtes en contrat salarié, vous aurez votre salaire et peu importe ce que vous avez fait. La grande problématique a été que le patronat s'est battu pour continuer de garder cette qualification attachée au poste de travail, bien évidemment, puisque c'est eux qui possèdent les outils de production et donc les postes de travail en grande majorité, en tout cas tout ce qui est marchand. Et donc c'est ça qu'il faut continuer à déconnecter. Et c'est ce qu'ont fait nos camarades quand ils ont construit notamment le régime général et à travers le grade de la fonction publique, puisque la qualification, ou qu'on appelle le grade dans la fonction publique, n'est plus attachée au poste de travail, mais à la personne. Et donc peu importe que vous ayez un poste de travail ou pas, vous gardez votre salaire. Le salaire est attaché à la personne. Ce qui pose d'emblée tous ces salariés comme des travailleurs, comme des producteurs, même en dehors de l'emploi. C'est ça qu'il faut continuer, je crois, à conquérir pour nous libérer de cette domination de la classe capitaliste sur le travail, et non pas juste sur les outils de production, mais sur la définition même de ce qu'est le travail. Je vous le redis, le travail pour la classe capitaliste, et donc dans le débat public aujourd'hui, c'est ce qui met en valeur du capital. Le reste, c'est pas du travail, c'est de la dépense, ça coûte, ça pèse. Il y en a même des organisations de gauche, à mon dépit, qui vont revendiquer de l'emploi pour pouvoir financer toujours plus de santé, ou on entend même un discours aujourd'hui qui s'amplifie autour de la taxation des superprofits, ou même du capital en général. Et donc il faudrait aller taxer des dividendes pour financer des retraites, ou taxer le capital en général pour financer nos services publics. Mais si on fait ça, c'est s'enchaîner toujours plus à nos maîtres, s'enchaîner toujours plus au capital. Taxer le capital, c'est lui donner toutes les raisons d'exister. S'il y a moins de capital demain, ça veut dire moins de sécu, ça veut dire moins de retraite, ça veut dire... Alors même que la technologie qu'ont construit les camarades à l'époque, de dire qu'on va prendre la valeur dans les entreprises, là où elles se concentrent, avant même qu'elles finissent dans les poches des capitalistes
ou des employeurs ou des employés, on va la prendre là où elle est et on va la reverser tout de suite en salaire aux personnes qui produisent du non-marchand. Puisque précisément, comme ils produisent du non-marchand et qu'ils n'ont pas de chiffre d'affaires, ils ne peuvent pas se payer leur salaire par leur chiffre d'affaires. Donc, mais le salaire, ils le dépensent bien dans les entreprises marchandes, puisque c'est pour acheter des marchandises qu'on distribue du salaire. Et donc, on va récupérer cette valeur dans les entreprises marchandes pour les reverser à travers des caisses de sécurité sociale ou à travers le trésor public pour la fonction publique. On va les reverser tout de suite en salaire et on est dans un cercle vertueux qui ne passe pas dans les mains des vautours, des parasites même, je pourrais dire, que sont les capitalistes, qui s'accaparent une grande partie de la valeur aujourd'hui, toujours plus, si on fait l'extrapolation, enfin l'historique de la répartition du PIB aujourd'hui. Il y a plus de 10% de plus que dans les années 80 qui vont dans les poches du capital. Et ça ira toujours plus si on n'ose pas affronter, si on n'arrive pas à affronter radicalement cette définition même du travail et de la production de valeur. Et donc, je pense qu'il est essentiel, pour clôturer mon intervention, je pense qu'il est essentiel de continuer les conquêtes des camarades qui ont construit et la fonction publique et le régime général en poursuivant cette déconnexion du salaire et du marché du travail pour couper l'herbe sous le pied des capitalistes, tout simplement, en redéfinissant même le travail. Qu'est-ce que le travail ? Je vais prendre un exemple très concret qu'on a l'habitude de prendre dans nos interventions, qui est quand je tond la pelouse. Je prends cet exemple puisque c'est quelque chose qu'on peut faire et dans la sphère privée et dans la sphère du travail en général. Et quand vous tondez la pelouse le dimanche, vous ne travaillez pas. Socialement, c'est reconnu, on ne travaille pas. Normalement, on tourne la pelouse. D'accord ? Un fonctionnaire qui est payé pour s'occuper des espaces verts et tourne la pelouse de la commune, lui, il ne travaille pas, mais en plus, il dépense. Il coûte. Le même fonctionnaire qui, demain, est employé par Veolia, parce qu'ils ont fait une délégation de service public, lui, il produit. Il met en valeur du capital, alors il produit. Lui, c'est un producteur, c'est un travailleur. D'un coup, c'est plus un dépensier, c'est un travailleur, parce qu'il travaille pour Veolia ou pour Suez. Et vous voyez bien que ce n'est pas la nature de notre activité qui définit ce qui est du travail ou pas. C'est-à-dire que, quand je dis travail, c'est-à-dire qu'est-ce que dans nos activités est reconnu comme producteur de valeur économique. Vous voyez bien que ce n'est pas la nature de l'activité qui est définie. Quand vous faites du café à la maison, vous ne faites pas un travail différent du serveur qui fait un café au client qui passe dans son bar. Mais une activité va être reconnue comme du travail, c'est là qu'on est dans la convention sociale, et l'autre ne va pas l'être. Je crois qu'il faut réinventer complètement la définition du travail pour pouvoir affronter, comme l'a fait la bourgeoisie à l'époque. Gérard avait bon ton de rappeler comment la classe capitaliste a pris le pouvoir sur la noblesse et sur la monarchie à l'époque. Mais ce n'est pas du tout en prenant le pouvoir politique. Ils ont d'abord pris le pouvoir économique, comme il le rappelait très bien. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord redéfini ce qu'était le travail. Le travail, c'est plus le servage. Le travail, c'est on est tous libres et égaux sur un marché du travail. Et ça, par rapport au servage, c'est une avancée considérable dans l'humanité. Considérable. D'où l'adhésion de la population à faire révolution contre cette monarchie et cette noblesse qui les exploitait avant. Mais aujourd'hui, je crois qu'il est grand temps de dépasser le capitalisme, de sortir de cette domination qui nous enchaîne au marché du travail et donc à la classe capitaliste qui met en valeur les profits qu'elle réalise l'année d'avant pour nous les réinvestir quand ils veulent et en fonction de ce qu'ils veulent faire. Et il faut affronter ça pour redéfinir le salaire et le travail et constituer le salariat, comme le rappelait très bien, 95%, alors c'est peut-être moins vrai maintenant, les chiffres que j'avais c'était il y a quelques années, on est peut-être plus près des 90% avec la forte poussée qu'il y avait dans l'entrepreneuriat, mais plus de 90% des salariés sont sous convention collective et donc sont sous un contrat salarié. L'objectif, c'est de constituer le salariat, et quand je dis le salariat, c'est y compris le salariat socialisé, c'est pas seulement le salariat en emploi, de constituer le salariat comme classe offensive et révolutionnaire face à cette bourgeoisie qui est en train de nous mener dans le mur, et qui nous, dans un mur qui est autant anthropologique que écologique, et qui va, de toute façon, qu'on soit clair, enfin moi à mon sens, si on ne veut pas que le capitalisme soit le tombeau de l'humanité, il va falloir affronter cette domination capitaliste sur le travail et redéfinir ensemble, collectivement, ce qu'est le travail, ce qu'est le salaire. Et ce qu'on propose, nous, à la CGT, pour terminer sur les revendications de mon organisation, c'est un nouveau statut du travail salarié, c'est-à-dire c'est d'attacher, de déconnecter, comme le disait Maryse Dumas, qui a beaucoup travaillé sur le sujet à l'époque, de déconnecter la qualification du poste de travail pour l'attacher, comme on l'a fait pour la fonction publique, pour les retraites, pour les soignants, d'attacher la qualification à la personne. Et donc d'attacher le salaire à la personne pour couper l'herbe sous le pied des capitalistes et ensuite décider ensemble de l'organisation du travail, ce qui nécessite beaucoup de boulot. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on a envie de se libérer de nos maîtres ? Je crois qu'aujourd'hui, la volonté, l'aspiration est assez forte, et notamment quand on peut s'appuyer sur toute cette frange de trentenaire et toute cette grande démission qui fuit le marché du travail tel qu'il est organisé aujourd'hui,
Encore faut-il qu'on soit en capacité, toutes et tous, à leur proposer un avenir désirable, recréer de l'utopie, recréer de l'enthousiasme pour pouvoir conquérir de nouveaux droits sociaux et enrichir la citoyenneté de nouveaux droits, non plus seulement politiques, comme le droit de vote, qui est un droit inaliénable, inscrit dans la Constitution et que personne ne remet en question aujourd'hui, et bien d'enrichir cette citoyenneté avec un droit économique qui donne le droit au salaire à tout le monde, avec un premier niveau de qualification dès la majorité, et qui donne du coup du salaire pour les étudiants, et jusqu'à la fin de la vie, comme on a commencé à le faire pour la retraite, donc avancer l'âge de départ à la retraite toujours plus, créer un salaire étudiant, pousser le salaire toujours plus loin dans l'âge du travail et dans les carrières, et d'assurer surtout un droit politique à tout le monde, d'avoir droit au salaire et à la qualification, avec un niveau de progression qui permette de, au moins, ce que nous disons à la CGT, doubler son salaire dans une carrière, et avec un niveau de salaire qui, bien évidemment, parce qu'il va falloir les limiter, ne dépasse pas une échelle de 1 à 4, ce que nous proposons à la CGT, comme à la Confédération européenne des syndicats d'ailleurs, pour ne pas qu'il y ait ces envolées, parce que bien évidemment, s'il y a des Pouillanais qui gagnent 6 millions d'euros à l'année, forcément, ça limite derrière la valeur qu'on peut répartir dans le salaire, dans la population. Merci pour votre attention. Merci Yvan. D'ailleurs, j'oublie de vous dire qu'on a produit des brochures, nous, sur la CGT Haute-Savoie, pour dépoussiérer un petit peu cette revendication qui est tombée dans les cartons de la CGT et qui est là depuis les années 2000. On a dépoussiéré un petit peu le nouveau statut du travail salarié. Je vous invite à prendre des brochures pour les distribuer et puis même pour vous abreuver de ce qu'on propose, puisque les solutions, elles sont là quand même. Elles sont dans les cartons des organisations syndicales. Encore faut-il qu'elles soient en capacité de les porter. Au-delà de l'auto-entrepreneuriat, ça favorise aussi le travail au noir. Parce que notamment dans les stations, en fait, ils font un premier contrat, genre le premier week-end où il y a l'ouverture de la station, et après, ils en font de temps en temps, si bien que s'il y a un inspecteur du travail qui se pointe, le mec est là pour le week-end, il n'a pas eu le temps de faire le contrat, etc. Et il travaille au noir pendant une partie de la saison. Bien sûr. Et puis je pense que Gérard ne me contredira pas, mais il y a aussi que l'inspection du travail est grandement mise à mal. Oui, ils ont toujours moins de salariés pour pouvoir faire les missions de contrôle. Deux mots là-dessus. Il y a eu un concours parce qu'il n'y a plus que 1600 inspecteurs du travail. Ils ont voulu, pour la première fois, je n'avais pas mémoire de ça, créer 200 postes pour rattraper. Combien il est venu de gens 420. Et à l'oral, ils en ont reçu 200. Donc en fait, ils vont en garder que 150 ou moins. Et moi, quand j'avais passé le concours, évidemment, c'était il y a 40 ans maintenant, oui, il y avait 1500 candidats pour 25 places. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à dévaloriser dans l'esprit des jeunes qui pourraient devenir inspecteurs du travail ce qu'est la fonction d'inspecteur du travail. Et ils ont, ceux qui travaillent, moi je suis en retraite depuis 10 ans maintenant, mais j'ai une particularité, c'est que j'ai une fille qui est inspectrice du travail et qui dirige la CGT de l'inspection du travail. Bon. Et elle raconte comment c'est aujourd'hui. Ça n'a plus rien à voir avec l'activité, j'allais dire, on pouvait agir dans une circonscription donnée, en opportunité, c'est-à-dire comme on le voulait, et nous avions la maîtrise de nos procédures judiciaires jusqu'à ce que ça arrive devant le juge d'observation, mise en demeure au procès verbal. Et ils ont réussi à enlever la possibilité à l'inspecteur d'être chef de service. Il n'a plus de secrétariat, il n'y a plus de contrôleur, il n'y a plus de... Et il y a une unité de contrôle, et il y a 8 ou 9 inspecteurs dedans, ils ont mis un chef par-dessus. Et le chef dit, tu vas là, tu vas là, tu vas là, tu fais ça, il bloque, il décide. Et le chef de service, en fait, ampute la liberté des inspecteurs du travail d'agir de façon indépendante, comme c'était le cas avant. Avec une réorganisation administrative en moins de 10 ans, ils ont à peu près brisé les pattes de ce qu'était l'inspection du travail d'avant. Voilà, ça, c'est dur à comprendre, parce que... Et maintenant, quand je discutais avec une vieille collègue l'autre jour, elle me dit, mais moi, je vais jusqu'à la fin pour avoir mes annuités, mais je ne veux pas être directrice. Je dis, pourquoi si tu les 6 derniers mois, tu vas avoir un peu de sous en plus pour ta retraite. Elle me dit, mais même ça, je ne veux pas, tellement ça n'a pas de sens. On est là que pour mutiler l'action des inspecteurs. Moi, quand j'ai été arrivé à l'inspection du travail à Paris,
j'étais tombé sur une vieille dirigeante, démocrate chrétienne, mais sortie des écoles de l'après-guerre. Hein, et elle m'avait dit, Monsieur Filoche, bonjour. Bonjour, soit. Vous êtes nommé dans le 3e arrondissement. Alors là, vous avez l'attitude, voilà le nombre d'entreprises, voilà. Et c'est à vous de gérer ça. Vous faites vos procédures, vous agissez. Je vais vous dire quelque chose. Si un patron m'appelle pour se plaindre de vous, je ne le prends pas. Vous êtes responsable. Je ne veux plus vous voir. Bon, alors, au moins, on se sentait responsabilisé. Là, pas du tout. Non, c'est attends, tu vas me prévenir quand tu fais ceci. Si tu vas dans cette boîte, attention, c'est dangereux, il y a tel problème. Voilà, et ça. Et donc, les jeunes qui arrivent, eux, sont presque pris en main et ne sont plus indépendants. Il n'y a plus que les vieux maintenant qui sont capables de taper des poings sur la table en disant tu m'empêcheras pas de faire le PV et j'irai devant le juge jusqu'au bout et tu me diras pas non. Enfin, il n'y en a plus beaucoup. Et à comme quel ça. prix parfois? Oui, oui, bon, bah, pour les plus vieux. Parce que je te rappelle ouais. qu'en Haute-Savoie, là, qui est le cas Oui, chez Stéphane, Laura Pfeffer, bien sûr. Laura qui s'est battue Bien et qui sûr. s'est retrouvée avec alors sa qu'elle avait direction, totalement le patronat, les pouvoirs publics, qui étaient tous Alors qu'elle de avait mèche. totalement Eh raison. oui, bien sûr. Et c'est rare qu'il y ait un cas comme Anthony Smith qui gagne, lui, Et parce on qu'il a avait du temps des osé demander camarades. les masques il y a 2 ans, Tout à fait. et il a été quand même brisé. Tout à fait. Et il a fallu qu'il mène 2 ans de procédure pour regagner le poste qu'il n'aurait jamais dû perdre, quoi. Alors, je dis ça, c'est sur l'inspection. Puis deuxièmement, sur un truc là. Moi, je me suis engagé parce que ça m'a irrité profondément. Pour les Jeux Olympiques de 2024, ils embauchent 75 000 bénévoles. Alors, j'aime bien l'expression embauche. Alors, ils disent recruter. 75 000 bénévoles. 50 000 pour les JO et 25 000 pour les Paralympiques. Donc, en gros, c'est du travail d'environ 20 à 30 jours et puis environ 15 jours à peu près. Et alors, ces jeunes, on dit jeunes, enfin, ils estiment qu'ils auront 40% de jeunes seulement, on verra bien. Mais c'est sur le thème, vous participez à la flamme olympique, vous approcherez les vedettes, etc., etc. Mais, ils vont les trier. Ils vont les trier, il ne faut pas se cacher, pour des raisons de sécurité et autres. Ils vont les trier pour les former, parce qu'ils vont avoir des formations qui vont prendre des semaines. Ils vont avoir des uniformes. Ils vont travailler, la fourchette est entre 5h et 2h du matin. C'est 6 jours sur 7, et ça peut dépasser les 48 heures par semaine. C'est le Qatar. Et ils n'auront pas de frais, seulement un ticket de métro sur Paris pour les Parisiens, pas de frais de déplacement pour ceux qui viendraient d'ailleurs, et un repas par jour quand ils ont une journée allongée qui ne peut pas être inférieure à 8 heures. Je pensais à plus de 16 heures, ils avaient droit à un repas. C'est incroyable, hein. C'est-à-dire que, alors qu'on a quand même 6 600 000 chômeurs, on doit avoir 25% dans la jeunesse qui sont chômeurs. Il y a 75 000 emplois. Alors on me dit, mais c'est normal, partout en France, c'est des bénévoles, etc. Moi, je sais, j'ai commencé petit, j'étais bénévole au Stade Sottevillers Cheminot Club. J'étais maître nageur et j'animais les courses de natation de l'équipe. Bon, je sais bien ça, mais c'est pas de ça dont il est question. Les Jeux Olympiques, c'est 8,3 milliards. C'est pas mon Stade Sottevillers Cheminot Club, parce que les gens ils confondent la paroisse du coin, la paroisse, horaires, bien 6 sûr, jours par semaine. bien sûr. Et puis après les Jeux Olympiques, on dit oui, mais c'est du bénévolat. Pas du tout. Les Jeux Olympiques, c'est des milliards en plus de rediffusion, etc. Il n'y a pas que les 8,3 milliards qui sont investis et qui rentreront d'ailleurs peut-être pas, mais il y aura des dizaines de milliards après de plus-value, de redistribution. On leur vend comme un honneur de travailler pour, bien sûr. Donc moi, alors, le siège de l'association des COJO, le comité olympique, c'est à 43 rue Prudon, dans le 93. Ben, comme par hasard, en ce moment, il n'y a pas d'inspecteur du travail. Parce que si un inspecteur il va là-bas, il dit, écoutez, c'est du travail illégal, hein. C'est du travail au noir, il y a une présomption de salariat, il y a une subordination, et vous ne payez pas, donc en fait c'est du black, au sens limpide du terme, quoi. Et alors là, ça fait toute une évolution. Alors, moi j'ai contacté les organisations de jeunesse, de l'UNEF aux syndicats étudiants, lycéens, apprentis de la CGT là, qui se battaient un petit peu parce que les organisations de jeunesse sont pas, sont plus qu'elles étaient. ne sont plus ce qu'elles étaient. Et donc de faire un comité pour que, et j'espère que les organisations syndicales se mettront là-dedans, pour exiger un salaire. Je ne discute même pas le salaire, c'est au minimum le SMIC, quoi. Mais exiger un salaire pour ces 75 000 jeunes, on va pas... ce n'est même plus Uber. Ils ne les payent pas du tout. Ouais. Ils ne les payent pas du tout. Uber, c'est gratuit. C'est gratuit.
Et donc j'anime parce qu'ils vont recruter ces gens-là à partir du mois de mars de l'année prochaine. Et puis c'est donc pour août 24. Il y a le temps de se bagarrer pour une bataille d'opinion. Écoute, ça tombe bien puisqu'on a le congrès de la CGT confédéral qui est au mois de mars, à Clermont-Ferrand. Et donc on a d'ailleurs dans le programme du congrès un plan jeunesse à discuter, puisqu'on s'interroge évidemment sur la façon dont... Je ne serai pas à ce congrès, je suis trop âgé. Donc on interroge dans la tête de la jeunesse. Voilà, une bataille. J'ai fait des dizaines d'argumentaires. J'ai fait un tweet là-dessus. Il a été repris à 3 500 000. Ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt derrière. Et donc, si quelqu'un prend en main, pousse ce travail-là, parfois il y a des batailles qu'on peut gagner. Celle-ci, elle est gagnable. Parce que c'est trop choquant pour l'opinion d'avoir 75 000 emplois pas payés, alors qu'on a tant de chômeurs et tant de jeunes en difficulté. Donc, il faut dire, vous les prenez, mais d'accord, mais payez-les. Ouais, mais dans les autres Jeux Olympiques, ailleurs, à Tokyo, à Londres, on s'en fout, ça. Ouais, mais à Albertville, ils avaient fait la Coupe du Monde au Qatar. La Coupe du Monde, voilà, etc. Mais ils avaient, etc. Après tout. Oui, mais c'est pas une raison, parce que dans le temps, là, nous sommes dans une situation cruelle, payer les 75 000 emplois. C'est une bataille qui, en même temps, donne l'idée que tout travail mérite salaire à sa qualification. Voilà. Dassault disait tout salaire mérite travail. Il ne le prenait pas dans le même sens que nous. Bien sûr. Et c'est intéressant ce que tu dis sur le chômage, là, parce que sur ma critique du marché du travail et de l'emploi, il faut quand même révéler ça. L'emploi, la bataille pour l'emploi que mènent les syndicats, même les organisations de gauche aujourd'hui, que mène tout l'arc politique et syndical, a été d'abord une bataille contre le chômage, en pensant que se battre pour l'emploi, c'est se battre contre le chômage. Les statistiques aujourd'hui démentissent complètement tout ça. Entre 1995, on a 3 millions de chômeurs dans le pays, en France. Entre 1995 et 2010, sont créés 3 millions d'emplois. En 2010, on pourrait estimer que les 3 millions de chômeurs ont quasiment disparu. 2010, 3 millions de chômeurs. En fait, les emplois créés ont été absorbés par toujours plus de vieux qu'on fait travailler, de jeunes qu'on met au travail à la place de la scolarité, du droit à la scolarité. Entre 2010 et 2020, 1 million d'emplois créés. On pourrait croire là encore. Et puis, dans cette même période, par contre, on a eu beaucoup moins d'entrées sur le marché du travail des tranches 50-64 ans et des tranches 15-24. Pour autant, 1 million d'emplois créés. On est aujourd'hui, en 2022, à plus de 6 millions de chômeurs. On voit bien que créer des emplois, c'est pas lutter contre le chômage. Au contraire, créer de l'emploi, c'est lutter contre, c'est au contraire laisser reculer l'âge de départ à la retraite, c'est mettre les jeunes, sortir de la scolarité des jeunes pour les foutre sur le marché du travail de plus en plus tôt. Et puis là, le patronat, le MEDEF se bat en permanence pour faire rentrer l'entreprise dans l'école tout le temps, pour les mettre sur le marché du travail le plus tôt possible, pour que l'école ne soit plus là pour former des jeunes, éduquer, éveiller, conscients. Non, ils sont là pour formater des jeunes aux besoins du marché du travail. Tu veux faire pompier, tu veux faire... Non. Toi, tu vas faire soudeur, parce que moi, j'ai besoin de soudeur demain. Et puis, tout est fait comme ça. Donc, on voit bien qu'en fait, lutter pour l'emploi, c'est pas lutter contre le chômage. Au contraire, les statistiques que fait notamment Mathieu Grégoire et d'autres chercheurs sur le sujet sont remarquables, parce qu'elles nous montrent à quel point lutter pour l'emploi, en fait, ça ne fait que donner toujours plus la main aux capitalistes, sans finalement résoudre les problèmes qu'on croit pouvoir résoudre avec l'emploi, c'est-à-dire lutter contre le chômage. Et donc, je crois qu'il faut radicalement s'opposer à cette marchandisation du travail en permanence, dans la mesure où elle va. Et puis, ça met en plus, alors là, toi, tu as passé ta vie à faire ça, mais ça met en plus en difficulté nombre de salariés et de gens, des militants convaincus, qui se battent pour ça toute leur vie, à se battre contre cette marchandisation du travail qui génère de la souffrance, de l'insécurité, des problèmes de santé au travail, alors même que... Je ne dis pas que si tout le monde maîtrisait son travail et que si on organisait le travail sans la classe capitaliste, tout serait rose. Ça va engendrer d'autres problèmes. Mais on conçoit assez facilement que si on maîtrisait tous notre travail et que les décisions étaient plus démocratiques en termes de financement, d'organisation des productions, de choix de production, on aurait quand même bien moins de problèmes, notamment sur les conditions de travail et sur la pénurie de salariés qui manque aujourd'hui et qui met ceux qui restent au boulot dans une panade pas possible puisqu'ils se retrouvent avec des taux horaires incroyables, avec des conditions de travail et de sécurité. Il y a quelque chose qui était révélateur sur les raffineries là.
hein. Ils ont été réquisitionnés contre les préconisations et les chartes qu'on signe avec l'OIT. Ils ont été réquisitionnés des raffineurs, hein, qui n'ont rien à voir avec un service d'urgence. Ils ont été réquisitionnés des raffineurs. Donc ils en ont pris 4, par exemple, hein, sur Faisin ou je ne sais plus quelle raffinerie, qu'ils ont été remettre au travail dans des conditions de santé et sécurité inadmissibles, qui ne respectaient pas du tout les obligations de l'employeur. Donc on en arrive à ça, quoi. On en arrive à des employeurs qui se dédouanent complètement de leurs responsabilités. Puis alors moi qui étais élu au CHSCT et au CSE dans mon entreprise, avant d'être au mandat où je suis aujourd'hui, je sais comme il est difficile d'interpeller les inspecteurs du travail, pas parce qu'ils ne veulent pas venir, mais parce qu'ils n'ont pas le temps, ils sont débordés, et les ingénieurs de la CARSAT qui sont débordés aussi, alors qu'on a une fraude aux cotisations sociales qui est monumentale, et donc on a du mal à faire intervenir les gens qui se battent pour essayer de réguler un petit peu ce marché du travail, et en même temps du mal à contenir les salariés qui n'en peuvent plus de cette souffrance au travail et de cette non-maîtrise qui nous emmène dans le mur aujourd'hui, anthropologique et écologique, comme je disais. Vivement qu'on en sorte. Bien.